collectif, dans le collectif, il y a aujourd'hui 8 associations qui en font partie. Donc il y a l'AFCC, qui est l'Association française des centres de consultation conjugale, l'École des grands-parents européens, Parenthèse, Source, Terre des Arts, FCPE, donc c'est parrainer un enfant près de chez vous, Communiquer avec bienveillance, et aussi Allons parlons d'enfants. Donc nous remercions aussi le CRES et la ville de Rennes pour son soutien. Donc voilà, Madame Auriol va vous parler de la thématique de ce soir, donc c'est sur la colère. Madame Auriol est psychothérapeute, elle a travaillé et elle travaille toujours sur les travaux d'Alice Miller. Alice Miller est décédée en 2010, donc si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller sur le site d'Alice Miller. Voilà, donc je laisse la place à Madame Auriol, je vous souhaite une très belle soirée, à bientôt. Merci. Bonsoir à tous. Donc voilà, j'ai été présentée. Je remercie à mon tour cette association, Être Parent aujourd'hui, pour m'avoir invitée ici chez vous, pour parler donc de ce sujet de la colère. Mais je les remercie également pour l'investissement au profit de ceux qui ont envie de s'informer. Les parents d'aujourd'hui ont la chance de pouvoir s'appuyer sur les travaux scientifiques, sur les neurosciences pour éduquer au mieux leur enfant. Mais faut-il encore que ces parents puissent avoir accès à ces informations? Et ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi je vous encourage sincèrement, cette association, à continuer ce genre d'intervention et de manifestation, car il me semble que c'est la meilleure des façons pour lutter contre l'ignorance. La colère est un sujet qui fait énormément réagir les gens. Qu'on soit acteur ou spectateur d'une crise de colère, on réagit fortement. Quand on voit un enfant en colère, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est capricieux, qu'il a mauvais caractère, ou encore qu'il mène ses parents par le bout du nez. On pense aussi que ses parents lui laissent tout faire, ou encore qu'ils ne savent pas se faire respecter, ou tout simplement qu'ils ne savent pas y faire. On pense toujours que si c'était nous, ça ne se passerait pas comme ça. Tous les parents doivent un jour ou l'autre faire face à un enfant qui se comporte surtout pas comme on voudrait qu'il se comporte. Je pense notamment devant les grands-parents, devant les enseignants ou devant des amis qui ont des principes d'éducation différents des nôtres. En général, ça se passe toujours dans ce cas-là. Il existe des tas de raisons pour lesquelles un enfant adopte une mauvaise conduite. Et tout au long de cette conférence, je vais vous montrer principalement 2 points. La première, comment, en se focalisant justement sur cette mauvaise conduite, au lieu d'essayer de comprendre les besoins et la détresse de l'enfant à ce moment-là, on va endommager la confiance en lui. Et le deuxième point que je voudrais voir ce soir, c'est comment, chez nous, les adultes, la colère peut être très vite suscitée, réveillée devant le comportement d'un enfant, mais surtout, comment cette colère peut se transformer en violence physique ou verbale. Voilà comment je voudrais mener ma conférence de ce soir. Il est souvent difficile de savoir pourquoi un enfant n'est pas content. Les enfants sont des êtres très complexes parce qu'ils ne savent pas encore traduire leurs émotions. Ils ne savent pas mettre des mots sur leurs émotions. C'est pourquoi, quand
ils sont dans un état émotionnel très disproportionné, eh bien, ça passe obligatoirement par des cris ou de la colère. Quand je vous dis qu'il y a des tas de raisons, j'en prends une notamment, une raison basique. Un enfant qui a faim peut devenir très vite insupportable. Parce qu'à ce moment-là, ses besoins physiologiques, son besoin physiologique de se nourrir, perturbe son équilibre hormonal. Et quand son équilibre hormonal est perturbé, eh bien, le corps va réagir en sécrétant des hormones réactives au stress, et cela va générer de l'angoisse, de l'agitation, de l'agressivité, des sentiments de panique, des sentiments de confusion même, enfin bref, des tas d'émotions susceptibles d'exploser en crise de nerfs. Ce que nous ne savons que trop rarement encore aujourd'hui, c'est que le cerveau de l'enfant est immature. Alors, bien souvent, au risque de vous surprendre, les enfants n'y sont pour rien quand ils ne sont pas contents et quand ils se conduisent mal. Parce que leur cerveau émotionnel est tout simplement encore immature pour pouvoir réagir autrement. Il ne peut pas faire autrement. Le cerveau de l'enfant est trop peu développé pour contrôler ses réflexes primitifs comme courir, sauter, grimper partout. Ce sont des réflexes qui sont absolument naturels, mais il est incapable de contrôler et de gérer ça. Alors par conséquent, on pense qu'il est normal de donner des fessées ou de punir un enfant quand il se met en colère ou quand il refuse même de monter dans sa poussette. La majorité des parents punissent les enfants quand ils ne sont pas sages parce qu'ils pensent qu'ils le font exprès. Et on voit même chez l'enfant une intention de nuire aux parents. C'est pourquoi on les punit. Il n'est pas rare encore de nos jours de dire que consoler un bébé ou un enfant qui pleure, c'est le gâter. Qu'un enfant peut mener son parent par le bout du nez, alors qu'on sait par ailleurs, il est scientifiquement prouvé aujourd'hui, qu'un enfant ne peut même pas concevoir l'idée d'une quelconque manipulation parce que son cerveau, tout simplement, n'est pas encore capable d'élaborer de telles stratégies. D'autres raisons encore pour lesquelles un enfant peut se mettre en colère. Un enfant peut ne pas être sage parce que tout simplement, il va extérioriser une tension qu'il aura accumulée par ailleurs. Je pense notamment à l'école. À l'école, il y a matière pour que les enfants accumulent des tensions. Les maîtresses ne sont pas toujours disponibles et patientes. Sans compter la brutalité entre les enfants dans les cours de récréation quand ce n'est pas de la violence. Un enfant peut être aussi perturbé par la perte d'un animal, la perte d'un être cher, les disputes de ses parents. Voyez-vous, il y a des tas de raisons pour lesquelles un enfant peut se mettre en colère. Et de toute façon, dans cet état-là, ça s'exprime toujours par des émotions fortes. Toutes ces émotions activent des substances dans son corps qui génèrent du stress. Et c'est par son comportement tout à fait désordonné qu'il va tenter justement de se libérer des tensions qu'il a accumulées par ailleurs. Comme il ne peut pas mettre des mots sur ses émotions, il va pleurer, crier, se rouler par terre même.
Et là, en général, les parents punissent les enfants sans pouvoir même percevoir qu'il a besoin, justement à ce moment-là, d'une présence sécurisante à côté de lui. C'est dommage parce qu'en punissant l'enfant, c'est comme lui reprocher l'immaturité de son cerveau. Alors qu'il lui serait bien plus nécessaire de l'aider à gérer ses émotions fortes et difficiles. Vous savez, ne serait-ce que pour nous, les adultes, la déception, la frustration, la jalousie, la perte, ce sont des émotions très difficiles à vivre. Alors imaginez-vous, pour un enfant dont le cerveau n'est pas encore développé pour le pouvoir les maîtriser. En prenant au sérieux ces moments de crise, non seulement on favorise le développement des voies de communication dans son cerveau, mais en même temps, on lui apprend à réguler ses émotions. C'est au fur et à mesure des crises que de lui-même, il va toujours plus réguler les grandes tempêtes émotionnelles. Une autre raison, le comportement d'un enfant est souvent représentatif du baromètre émotionnel de ses parents. Chacun d'entre nous vivons des moments de stress, de chagrin, de déprime même. Il existe dans le cerveau de l'enfant une zone capable de capter en 1/1000 de seconde les émotions de ses parents ou de ses proches. Ce qui veut dire que les cris et les colères de l'enfant peuvent être aussi un moyen d'extérioriser les tensions familiales. Tout ce que je n'ai pas pu dire pour me défendre, par exemple, tout ce que j'ai encaissé dans la journée, c'est une façon pour l'enfant de le prendre en charge pour me faire exploser. Plus les parents sont stressés, plus les enfants sont perturbés. Les enfants sont fortement affectés physiquement et émotionnellement par le stress et le chagrin de ses parents ou de ses proches. Et si on se sent apaisé, notre enfant sera tranquille et calme. Mais si l'ambiance est tendue à la maison, eh bien l'enfant peut devenir insupportable ou au contraire se recroqueviller sur lui-même. Selon l'attitude que l'on adopte avec un enfant, on va activer certaines zones de son cerveau. Un comportement autoritaire, par exemple, peut stimuler le système primitif du cerveau qui génère la colère et la peur. À l'inverse, le jeu, le rire, le câlin va stimuler le système responsable de l'affection et l'enfant pourra même sécréter des hormones apaisantes. Les crises de colère sont en fait de violentes tempêtes émotionnelles qui surviennent parce que le cerveau de l'enfant n'est pas encore assez développé pour gérer lui-même les émotions fortes. Ces tempêtes émotionnelles sont provoquées par l'impuissance, la frustration, la déception, la perte, la jalousie, mais aussi et principalement par le sentiment d'être incompris. C'est terrible pour un enfant de se sentir incompris. Et toutes ces émotions-là entraînent
une véritable souffrance émotionnelle que nous devons vraiment prendre au sérieux. Les crises de colère sont aussi des moments idéaux pour modeler le cerveau de l'enfant. En l'aidant à gérer ces tempêtes émotionnelles, on lui apprend aussi à bien gérer son stress et à avoir confiance en lui. Un enfant trop sage, qui ne se met jamais en colère, qui ne sait pas l'exprimer, c'est un enfant qui a appris très tôt que ses parents réagissaient mal à sa colère. Et il a compris également qu'il valait mieux pour lui, s'il voulait être aimé et avoir l'approbation de ses parents, il valait mieux pour lui qu'il soit gentil. Si le parent se met en colère, quand l'enfant, justement, est lui-même dans un bouleversement émotionnel, eh bien, à ce moment-là, ça provoque une véritable coupure à l'intérieur de lui. Il va avoir très, très peur. Ces enfants-là manquent une étape fondamentale dans le développement de leur cerveau. Je vous parlais tout à l'heure de ce modelage, parce que plus il y a de crises, plus on le sécurise, plus on modèle son cerveau pour qu'il puisse gérer ses émotions. Mais si on se met en colère, si on l'empêche de passer cette étape-là fondamentale pour lui, et bien plus tard, dans les moments de frustration, il risque de s'affirmer par l'agressivité ou au contraire, de se taire à jamais. Vous savez, c'est important de sécuriser un enfant en colère parce que plus tard, eh bien, je pense à moi déjà, à vous aussi, j'imagine. J'aimerais pas être face à un individu dans la rue qui, pour je ne sais quel motif, puisse ne pas gérer ses émotions et nous agresser comme ça pour rien. Comme le cerveau de l'enfant est immature, les voies de communication dans son cerveau, entre le cerveau supérieur et le cerveau inférieur, ne sont pas encore établies. C'est donc à ses parents de l'apaiser quand son organisme est confronté à de vastes tempêtes émotionnelles. Si le parent se met en colère à ce moment-là, l'enfant peut arrêter de pleurer immédiatement. Mais pour une seule raison, parce que le système responsable de la peur se déclenche à ces moments-là. C'est pourquoi l'enfant arrête de pleurer. Parce que là, il a peur d'être abandonné, il a peur de perdre le lien à tout jamais avec son parent. L'enfant peut aussi pleurer en silence, ce qui le plonge dans une grande détresse s'il n'est pas consolé. Et s'il n'est pas consolé, son taux d'hormones réactives au stress peut atteindre des limites toxiques dans son organisme. Dans la détresse, un enfant ne peut ni écouter, ni parler, car ses fonctions cognitives qui lui permettent en temps normal de s'exprimer et de comprendre, eh bien, sont neutralisées par le bouleversement émotionnel. Donc, il ne sert à rien, à nous les parents, à ce moment-là, de parler, d'essayer de comprendre, de demander à notre enfant ce qu'il ressent, parce qu'il en est incapable. La seule chose qu'il peut faire à ce moment-là, dans un moment de crise, c'est d'évacuer, de décharger son émotion. C'est la seule chose qu'il puisse faire. Les parents doivent se montrer très sensibles et prendre très au sérieux les colères de détresse de l'enfant. En réagissant
à sa douleur, parce que c'est une véritable douleur pour lui que de vivre ces moments de détresse, qui peuvent être, je vous le disais, déclenchés par de la frustration ou une grosse déception, c'est important de réagir avec bienveillance et compréhension. Parce que cela permettra le bon développement des mécanismes qui sont essentiels pour réguler le stress dans son cerveau. Si au contraire, on se met systématiquement en colère, alors ces mécanismes peuvent ne jamais se mettre en place. Un homme qui passe ses nerfs sur un distributeur automatique dans la rue, qui est défectueux, eh bien, c'est un homme qui montre que quand il était enfant, personne n'était là pour apaiser ses excès de colère. Donc, je n'aurais pas envie de rencontrer celui-là non plus. Il est essentiel que les parents, les enseignants, les nourrices même, sachent bien réagir devant un enfant en colère. Si on aide un enfant à gérer ses excès de colère, de frustration, d'angoisse, il pourra développer alors ces voies de communication dans son cerveau qui lui permettront plus tard de se calmer tout seul. Si au contraire, on ignore ces colères, on passe à côté d'une formidable occasion de façonner positivement son cerveau. Il est extrêmement rassurant pour un enfant de savoir qu'un adulte peut apaiser et rassurer et comprendre même cet ouragan qui secoue tout son cœur, tout son corps et son cerveau. Il est en revanche terriblement terrorisant pour l'enfant de voir son parent se mettre en colère à ce moment-là ou même s'éloigner de lui, alors que lui souffre terriblement dans ces moments-là. Quand il pique une colère, il ne fait pas un caprice. Il subit les effets de l'immaturité de son cerveau. Fesser ou punir un enfant, c'est lui proposer un modèle de violence pour réagir à la frustration. Alors l'enfant va apprendre à construire ses relations aux autres sur des rapports de force. Au lieu d'apprendre à construire ses relations aux autres sur la tendresse, la gentillesse et l'entraide. Quand un enfant est constamment stressé par les cris et les colères de ses parents, eh bien, il accumule des tensions qui peuvent devenir si douloureuses qu'il aura besoin de s'en libérer coûte que coûte. Mais pour s'en libérer, il va taper sur les autres, malmener les autres petits-enfants à l'école. Et s'il est plus petit, eh bien, ça sera en hurlant, en mordant, en tapant, en jetant les objets. Les enfants éduqués sévèrement sont attirés par les jeux de guerre et ils sont fascinés par les jeux vidéo où ils peuvent tirer et tuer à volonté. Alors, accabler un enfant de reproches, de menaces ou d'avertissements ne favorise pas le développement de son cerveau dans le sens de la réflexion et du raisonnement. Au contraire, ce type d'éducation hyperactive les mécanismes de stress et de colère. Dans ce cas, l'enfant devient très instable. Et personne n'apprécie la présence d'enfants qui est sous l'emprise de ces instincts d'attaque et de fuite, les réflexes primitifs. Alors ils ont tendance, ces enfants, à être rejetés. Et dans ce rejet, ça renforce d'autant plus leur vision pessimiste du monde.
C'est pourquoi la discipline inculquée à un enfant est si importante, non seulement pour lui, mais pour la société tout entière. Car l'impact du stress dans son cerveau est à l'origine des comportements antisociaux. Je crois qu'on l'entend assez souvent dans les médias, les jeunes adolescents ou jeunes adultes qui crament les voitures, qui cassent les vitrines. On entend ça régulièrement. Alors bien sûr, c'est bruyant et éprouvant pour un parent, qui rentre d'une journée harassante de travail, d'entendre les colères de son enfant. D'ailleurs, en général, à ce moment-là, c'est la violence qui répond à cette colère. Et c'est dans cette violence qu'on confirme à l'enfant que sa colère est malvenue et dangereuse. L'enfant n'a pas toujours besoin que ses envies soient satisfaites. Absolument pas. Il veut qu'elles soient juste reconnues et que ses émotions soient entendues. Si votre enfant rentre de l'école en vous disant « Maman, je veux que tu m'achètes un cheval, on le mettra dans le jardin », je ne pense pas que vous allez acheter un cheval pour le mettre dans le jardin dès le lendemain. Même pas dans 10 ans d'ailleurs. Mais reconnaître son envie, c'est « Ah bon ? Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'avoir un cheval à la maison, dans le jardin ? » Oui, Pauline, à l'école, son papa il en a offert un pour son anniversaire. Bon. Vous vous rendrez compte très vite que vos enfants, dès le moment où ils sont à l'école, ils veulent un portable parce que toute la classe a un portable. Ils veulent ça parce que tout le monde l'a. Mais bon, vous n'êtes pas non plus obligé de représenter, d'être ces parents qui donnent tout ce que les autres ont. Mais reconnaître une envie, ce n'est pas forcément la satisfaire, mais au moins l'entendre. Et c'est tout ce qu'ils demandent la plupart du temps. De toute façon, quand un enfant ne peut pas obtenir ce qu'il veut, dites-vous bien qu'il va se mettre en colère. Et c'est tout à fait normal, c'est nécessaire, parce que cela, la colère, va lui permettre d'accepter sa frustration. À ce moment-là, le parent se sent exaspéré, parce qu'il a déjà expliqué par 10 fois, de différentes façons, qu'il n'aurait pas ce qu'il demande. Et malgré ça, l'enfant se met quand même en rage. Et c'est normal, les parents ne savent pas que c'est une étape nécessaire, naturelle et normale de deuil. C'est-à-dire que pour que l'enfant accepte qu'il n'aura pas ce qu'il demande, ça passe par la colère. L'acceptation qu'il n'aura pas ce qu'il veut passe par la colère. C'est un processus tout à fait normal. Dans le sens inverse, une mère qui prévient trop abusivement les moindres désirs de son enfant ne lui rend pas service non plus. Parce qu'elle va l'empêcher de sentir d'abord ses propres besoins. Mais en plus, elle va nuire à l'apprentissage de la frustration, justement. Heureusement, il est impossible de toujours satisfaire nos enfants, parce qu'il arrivera toujours que les magasins sont fermés et que le congélateur sera vide et il n'y aura plus de glace dedans. Il arrivera toujours que l'assiette préférée est cassée, ou que le petit copain chez qui il veut aller ne soit pas là, ou qu'il y aura un seul vélo pour 2 enfants au même moment. Et voilà, heureusement, une dose de frustration est inévitable. Le fœtus est nourri par le cordon ombilical.
alors il reçoit automatiquement satisfaction de ses besoins nutritifs. Il est la continuité de sa maman et le fœtus, lui, ne ressent même pas l'émergence d'un besoin. Par contre, après sa naissance, la nourriture n'arrive pas aussi régulièrement. Alors, il crie quand il sent un malaise dans son corps. C'est la maman qui identifie la faim. Le bébé ne sait pas encore, le nouveau-né. Lui, il sent juste un malaise dans son corps. Alors la maman le prend, le nourrit, il est satisfait et tout va bien. Si sa maman ne vient pas, alors il va crier plus fort. Il va protester parce qu'il veut que sa maman vienne. Sa colère à ce moment-là est un appel. Il insiste sur son besoin. Il cherche à faire venir sa mère pour récupérer le lien avec elle. Le nourrisson est totalement dépendant de sa maman. Il ne peut survivre sans elle. Regardez un nourrisson dans son berceau. Il y en a quelques-uns ici. Il est la proie de tous les dangers. Si quelqu'un l'agresse, il est totalement impuissant. Il ne peut pas prendre la fuite. Il ne peut pas se défendre. La seule manifestation qu'il peut faire, c'est de crier. Si elle ne vient pas assez vite, eh bien, c'est la terreur qui remplace la colère. La terreur d'être abandonné et qu'il perde le lien à tout jamais avec elle. Parce que pour le tout petit, le temps n'existe pas. 5 minutes lui paraissent une éternité. C'est une éternité pour un tout petit. Il ne peut pas imaginer ce qui retient sa mère par ailleurs. Son cerveau n'est pas assez développé pour faire des déductions comme « maman est en train de terminer le gâteau au chocolat dans la cuisine » ou « elle s'occupe de mon petit frère ou de ma petite sœur » ou « elle se détend 5 minutes dans le jardin ». Il ne peut pas faire des déductions de cet ordre-là. Donc si personne ne vient, eh bien, il va se résigner, il va se taire, il va se replier sur lui-même. Et dans ce repli, eh bien, il va sentir, parce que les nourrissons, les enfants, sont des boules d'émotions. Ils ne peuvent pas faire de déduction, mais par contre, ils peuvent sentir. Et dans ce repli, eh bien, il va sentir qu'il ne peut pas appeler, qu'il n'est pas important pour sa maman. Et à ce moment-là, la seule chose qu'il peut en déduire, si toutefois il peut déduire, ce qu'il va sentir, eh bien, c'est qu'il dérange. Et vous savez, ce sentiment peut le poursuivre toute sa vie. Il y a beaucoup d'adultes qui sont incapables de demander de l'aide parce qu'ils ont toujours peur de déranger. Pour que l'enfant puisse intégrer le sentiment que vous l'aimez, qu'il est important pour vous, que ses demandes sont recevables, qu'il est quelqu'un de bien, qu'il est en sécurité même auprès de vous, eh bien, il a besoin que l'on répète fréquemment ce processus, répondre à ses besoins, entendre, reconnaître ses envies, entendre ses émotions, mais surtout le sécuriser à chaque tempête émotionnelle. Aucun enfant ne peut s'imaginer que son parent peut faire preuve d'incompétence. Car s'il sentait ça, il se sentirait en trop grande insécurité auprès de lui. Il se sentirait même en danger s'il sentait que ses parents étaient négligents, indifférents. Alors, il va préférer croire
eh bien que c'est lui qui n'est pas convenable. De cette façon-là, il ne se sentira pas en danger. Un nouveau-né est entièrement à la merci de ses parents, pour le meilleur et pour le pire. Et comme sa vie dépend totalement des soins et de l'assistance de ses parents, que ses parents voudront bien lui donner, eh bien, il fera tout son possible pour ne jamais perdre le lien avec vous. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais préciser quelque chose. Quand il y a eu une rupture de lien par un conflit avec votre enfant, que le conflit soit provoqué par lui, c'est-à-dire, je vais traduire, qu'il ait fait une bêtise, ou que ce soit vous qui ayez fait quelque chose de pas juste, c'est toujours à nous, les adultes, d'aller récupérer le lien avec nos enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants qui ont fait ça, ou peut-être vous-même, vous vous en rappelez, mais quand il y a eu une rupture avec les parents, ben vous avez les enfants, après les avoir expédiés dans leur chambre, bien sûr, qui reviennent comme ça, tout penauds, pour chercher un peu maman et essayer de la faire rigoler ou pour essayer de récupérer le lien avec elle, le lien qui a été rompu par des cris, par des mots terribles. Souvent, c'est l'enfant qui vient tout timidou comme ça. Si je vous dis que c'est toujours à nous, les adultes, qui avons le cerveau plus développé, d'aller récupérer le lien, c'est parce que, vous voyez, plus tard, ces enfants-là, quand ils deviennent des adultes, ça provoque une grande confusion chez eux, notamment au niveau des sentiments d'amour. C'est pourquoi on peut se faire malmener par des partenaires. Je parle dans les deux sens, parce que même si on est malmené, ben on va toujours, mais c'est pas grave, aujourd'hui il était énervé, il n'était pas content, et puis j'ai vraiment exagéré. On va toujours se remettre en cause. Et de cette façon-là, on peut supporter le pire. Quand on interdit à un enfant de se mettre en colère, on l'empêche de réagir de manière appropriée à une blessure. On l'empêche aussi d'expérimenter la façon de se comporter avec ses émotions, et plus tard, il craindra ses sentiments au lieu de s'appuyer dessus pour se guider dans la vie. Ce qui veut dire que quand je vais être confrontée à un adulte dans la rue qui a des mauvaises intentions, si je n'ai pas appris à me mettre en colère, donc à me défendre, à réagir de manière appropriée à une blessure, eh bien je vais me laisser faire. Alors, dans les abus, je ne vais pas vous faire la liste, vous la connaissez autant que moi, mais les enfants qui ne savent pas se défendre, ce sont des enfants souvent à qui on a interdit de se mettre en colère. La colère est interprétée comme une mauvaise conduite, alors que la colère, c'est juste l'expression d'un besoin qui n'a pas été entendu. La colère, c'est une demande à l'autre dans le but de rétablir un équilibre. C'est seulement la violence qui est une mauvaise conduite. Ça ne devrait jamais être la colère. La colère, c'est une protestation contre ce que je ne veux pas tolérer. La colère permet de défendre son identité, son intégrité, son territoire, son corps. Elle donne la force de dire non, de se sentir soi. Quelqu'un qui ne ressent jamais la colère, qui ne sait pas se mettre en colère, eh bien, c'est quelqu'un qui se sent victime dans la vie. C'est quelqu'un qui se sent impuissant dans la vie. Exprimer la colère est nécessaire pour sentir sa puissance, se faire respecter et rétablir même l'harmonie dans les relations.
L'harmonie s'obtient par la confrontation et la discussion, mais certainement pas par le silence et le déni de soi. Si tu me refuses ce que je te demande, alors je me mets en colère parce que je veux que tu mesures que c'est important pour moi ce que je te demande. La colère vise à rétablir le lien, pas à le briser. La plus grande confusion règne dans la plupart des esprits entre la colère et la violence. Il n'y a juste vraiment qu'un pas. La colère, elle est constructive. La violence, elle est destructive. La colère, c'est l'affirmation de soi en face de l'autre. Je précise les limites à ne pas dépasser. La violence, elle, c'est tout autre chose. Elle vise à détruire l'autre, à accuser l'autre, à blesser l'autre. Mais du fait que nous ne savons pas gérer la colère, eh bien, nous entrons tout de suite dans la violence. La colère, vous l'avez compris, c'est l'opposé de la violence. Alors c'est comme ça que je veux en arriver au deuxième point de cette conférence. Comment en arrivons-nous à passer de la colère à la violence? À chaque fois que je n'arrive pas à satisfaire un besoin, eh bien, je vais ressentir un grand vide à l'intérieur de moi. Il va me manquer quelque chose. Et à ce moment-là, je vais me sentir mal. Dans ce mal-être, je redeviens le petit enfant que j'étais jadis devant les exigences de mes parents. Mais jadis, devant les exigences de mes parents, je me soumettais. Je n'avais pas d'autres solutions, d'autres possibilités. Par contre, aujourd'hui, je suis un adulte et je ne vais pas me soumettre. Là, je vais imposer, exiger, agresser même l'autre pour une seule raison, pour ne pas sentir justement la douleur que je ressentais enfant quand j'étais incompris par mes parents. Et à ce moment-là, je vais rendre l'autre responsable de ce mon mal-être en l'accusant de tous les maux de la terre. Tout ce que je n'ai pas pu dire enfant pour me défendre des agressions de mes parents, eh bien, je vais le dire ici, sur mes enfants ou d'autres boucs émissaires. Nous pouvons, à ce moment-là, devenir aussi méchants que nous avons eu peur d'être détruits par les agressions de nos parents quand nous étions enfants. La violence, en fait, eh bien, je crois que vous l'avez compris, c'est le résultat du refoulement de la colère, c'est le résultat d'une accumulation de sentiments d'impuissance et même de sentiments de peur. Les parents interprètent les colères des enfants comme un jeu de pouvoir. Alors, on fait une compétition avec nos enfants. Et là, on entend « Tu ne réponds pas à ton père, tu ne réponds pas à ta mère. Qui c'est qui commande ici? Je ne vais quand même pas me laisser gouverner par un gamin. » Ça, on peut encore l'entendre de nos jours. Il suffit juste d'aller dans les supermarchés. Du fait que les parents n'ont pas eu le droit d'exprimer leur colère quand ils étaient eux-mêmes des enfants, ce qui revient à dire qu'ils n'ont pas eu le droit de se défendre, tout simplement, eh bien, cette colère s'est transformée en rage. Cette rage s'est accumulée durant les jours, les semaines, les mois, les années, pour se stocker dans le corps. Et à chaque fois
que je vais me retrouver en situation d'impuissance ou de frustration, eh bien cette rage va exploser. Sous notre agressivité, il y a toujours la souffrance de l'enfant que l'on a été, la souffrance de ne pas avoir été compris, la souffrance de ne pas avoir été aimé, la souffrance de ne pas avoir été entendu. Quand un enfant est obligé de réprimer sa colère, c'est comme s'il maintenait un couvercle sur ses émotions, et cette colère s'exprimera plus tard sur des innocents ou sur des gens qui me font, bien sûr, pas trop peur, de façon plus ou moins violente. Dire sa colère, c'est exister dans la relation, c'est défendre son identité. L'évitement systématique du conflit mène à perdre sa personnalité. Vous savez, il y en a qui sont très forts pour afficher une bonne relation avec les gens et à l'intérieur, ils sentent une profonde colère contre cette même personne devant qui ils affichent une bonne attitude. Eh bien, pour maintenir la paix dans cette relation avec cette personne, ou pour me protéger, ou pour protéger cette personne, eh bien, on va se résigner à ne rien dire. On va acheter la paix, ça s'appelle. Mais le corps va réagir, il ne peut pas faire autrement. Alors, il va réagir par des angoisses, par des troubles digestifs, des maux de tête, de la déprime. La liste est longue, là aussi je vous laisse la faire. Mais personne ne pensera à associer ces troubles au sacrifice que je fais ou qu'il fait pour acheter la paix dans cette relation. Il y a forcément des frictions dans une relation. Une relation comme ça, si ça existe, sauvez-vous, ce n'est pas intéressant. Mais pour dire sa colère sans se quereller, il est fondamental de se dire les choses dès le début de la relation. Sinon, on va vite vers le clash. On confond trop souvent conflit et querelle. Le conflit, c'est la confrontation de nos différences. La querelle, elle, c'est une tentative de prise de pouvoir sur l'autre. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est dès le début d'une relation qu'il est important de se dire ou de préciser ses limites. Parce que sinon, le fossé peut très vite se creuser entre nous. Et vous savez, après le fossé, c'est le précipice. Et il y a des précipices qui sont infranchissables ensuite. Quand on a été interdit d'exprimer sa colère quand enfant, eh bien c'est une émotion ensuite avec laquelle on n'est pas vraiment à l'aise. On a même peur de l'exprimer, et principalement devant des personnes qui nous impressionnent. En revanche, il nous est beaucoup plus aisé et facile de passer nos nerfs sur nos enfants, mais là, c'est vraiment dommageable pour eux. Toutes les fois où je ne suis pas vraie dans une relation, que je vais prendre sur moi, que je vais dire oui alors que j'ai envie de refuser, ou encore que je suis gentille et serviable avec une personne que je m'oblige à supporter, eh bien, je vais le faire payer très cher. Soit à mes enfants, et là, en rentrant à la maison, eh bien, à la moindre assiette renversée ou chambre pas rangée, je vais exploser de colère. Ou alors, contre moi-même, en me déclenchant un mal de tête, en me blessant, ou en faisant passer en provoquant une soirée épouvantable avec mon partenaire, par exemple. J'ai des tas de façons pour me saborder. Les enfants ne comprennent pas
que l'on passe nos nerfs sur eux. Ils ne voient pas en quoi ils sont coupables, parce qu'en vérité, ils ne sont absolument pas responsables de ce qu'on a vécu dans la journée et de toutes les frustrations et les émotions qu'on a accumulées. Mais ça n'empêche, quand les injuriants à ce moment-là, même s'ils n'y sont pour rien, eh bien, on induit chez eux un sentiment de culpabilité qui peut les empêcher plus tard, quand ils seront des adultes, à s'affirmer. Pour installer un environnement sain dans la famille, eh bien, il faut que les parents aient grandi, eux aussi, dans un climat de respect et de tolérance. Alors, la confiance de l'enfant peut se développer, et parce que ses parents lui auront transmis le sentiment de sécurité, la sensation même d'être à l'abri. Mais les parents qui n'ont pas bénéficié de ce climat, on est nombreux, eh bien, ils sont en état de besoin permanent. C'est-à-dire qu'ils vont chercher leur vie durant ce que leurs parents ne leur ont pas donné en temps voulu. Ils vont chercher un être pour qui ils vont compter par-dessus tout. Un être qui va les comprendre, un être qui va les aimer, un être qui va les prendre au sérieux. Cette quête ne peut jamais totalement aboutir, bien sûr, car elle se réfère aux premières années de notre vie. Et cette période-là est définitivement révolue. Même si nous avons réprimé ces besoins-là, ils persistent toujours en nous, comme des petits clignotants. Car personne n'a assouvi ces besoins au moment où on en avait besoin, c'est-à-dire dans les premières années de notre vie. Alors, inconsciemment, eh bien, je vais utiliser mes propres enfants en leur demandant de m'aimer, de me comprendre, de me respecter. Et cela, tant que je ne connaîtrai pas l'histoire refoulée de ma vie. Alors vous savez, on a beau savoir toutes ces informations sur le fonctionnement des émotions et repartir même d'ici avec plein de bonnes intentions, plein de volonté, de bonne volonté. En arrivant à la maison, c'est terminé, plus de violence, je vais reconnaître les désirs, les besoins, les envies de mes enfants, entendre les émotions de mes enfants et surtout, j'ai bien retenu que je vais être bienveillante à chaque crise émotionnelle. Eh bien, malgré ça, le passé nous rattrape très vite. Pourquoi ? Parce que tous les traitements que nous avons reçus dans notre enfance, et ça, depuis le berceau, se sont inscrits dans notre mémoire cellulaire comme des traitements faisant partie d'une normalité. Avec en plus le message que si j'ai reçu ces traitements, eh bien c'était pour mon bien et par amour pour moi que j'étais traitée comme ça. Alors, fort de cet enseignement, eh bien, nous allons utiliser les mêmes comportements avec nos enfants. Même quand nous sommes conscients des conséquences de ces traitements-là sur le futur adulte, eh bien, c'est plus fort que nous. Il nous arrive, malgré tout, d'avoir des réactions semblables à celles de nos parents. Comme un automatisme, puisqu'ils font partie intégrante de mon éducation, de mon apprentissage. C'est pourquoi je peux les utiliser à tous les moments. Toutes les fois où j'ai été obligée de me taire enfant,
devant les critiques, les humiliations, les moqueries, les injustices, les coups, eh bien mon corps va avoir besoin de s'en libérer. Et pour cela, il va trouver une issue en tapant sur les mauvaises personnes. Mes enfants ou des personnes plus faibles que moi que je ne crains pas. Cela ne va me causer aucun problème parce que j'ai cru, enfant, les messages de mes parents, que c'était pour mon bien que j'ai été traitée comme ça, par amour même, et même que je les remercierai plus tard d'avoir reçu ces mauvais coups. En vérité, les enfants ne savent pas que la seule raison des punitions qu'ils ont subies était due au fait que leurs parents, eux aussi, avaient subi et appris la violence très tôt dans leur vie, sans jamais la remettre en cause. Et c'est pour cette raison, et seulement cette raison, que nous battons ou punissons nos enfants, sans penser leur faire du mal. C'est parce que ces traitements-là n'ont jamais été remis en cause. C'est pour arrêter ce cercle vicieux de la violence qu'il est fondamental non seulement de donner les traitements adaptés, appropriés à nos bébés, à nos enfants, mais aussi pour informer les parents des conséquences de cette violence dite éducative, parce qu'on l'emploie dans un but d'éduquer. Pour ne plus laisser la rage ou la haine prendre le dessus quand nous avons envie d'aimer, de respecter et de comprendre nos enfants, il n'y a pas d'autre solution que de regarder en face la réalité de notre vécu, sortir du déni de notre enfance en remettant en cause ces traitements qui, en fait, n'avaient que pour but d'alimenter la violence en nous. Je vous remercie à tous.